Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Benoît Fauchard, secrétaire général de la FNAIM, est l'invité de cet épisode consacré au congrès FNAIM qui se tiendra les 5 et 6 décembre au Carrousel du Louvre. Nous y évoquons ensemble le quartier éco-rénovation dont il a eu l'initiative, mais ce monsieur développement durable a bien d'autres choses à dire et vous allez l'entendre, non sans une certaine bonhomie qui fait vraiment plaisir. Benoît Fauchard, bonjour. Bonjour. Ce quartier éco-rénovation, est-ce que je peux dire que c'est l'un des points forts du congrès ? J'espère, en tout cas, je le voudrais, parce que c'est quelque chose qui est nouveau et c'est vraiment... Le thème, c'est vraiment de dire c'est possible, l'éco-rénovation, c'est possible pour nos professionnels de le faire, pour nos clients. Et donc, évidemment, j'ai envie d'insister là-dessus, oui, que c'est pas simple, mais qu'on a toutes les données pour pouvoir le faire, pour pouvoir aider nos clients. Oui, c'est possible et ça, on va en parler plus tard, mais j'aimerais bien d'abord qu'on précise les choses. Qu'est-ce qu'on entend par éco-rénovation ? Est-ce que, par exemple, il y a une différence avec rénovation énergétique, etc. Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire en ce moment et peut-être que parfois on ne fait pas la différence ou on confond les choses ou à la limite on pourrait les confondre. C'est vrai. En fait, le départ, beaucoup parlaient de rénovation énergétique pour cibler sur l'énergie et donc un gain d'énergie en faisant une rénovation. Et puis on a parlé aussi d'éco-rénovation parce que c'est l'économie évidemment qui est rattachée à la rénovation. Et puis aussi maintenant on parle plus de rénovation globale. Rénovation globale, pourquoi ? Parce que quand on rénove un bâtiment pour l'énergie, on le rénove aussi pour autre chose. On le rénove pour la sécurité, ça peut être pour l'incendie, pour le côté phonique, pour la beauté du logement, etc. Je veux dire que l'isolation, c'est parfois quelque chose qui ne se voit pas, mais qui apporte beaucoup de confort. Oui. Et donc, on a une insistance aussi sur le confort. Et ça, c'est une notion qui est un petit peu nouvelle. Confort, et en plus de donner de la valeur au bien. Donc, c'est vrai que c'est plus rénovation globale, finalement. Oui, je me souviens d'un entretien qu'on avait eu ensemble et vous aviez parlé du logement en disant mais il y a des gens dans ces habitats et dans ces immeubles et je n'aime pas beaucoup le mot de passoire énergétique parce que c'est moche, etc. Mais au fond, vous vouliez d'abord rappeler qu'il y a des gens et qu'on loge des personnes. Absolument, parce que moi je ne dis pas aux gens qui vivent dans une passoire ou une casserole ou ce qu'on veut. Non, ils vivent dans un logement, c'est leur propre logement qu'ils ont acheté, ils ont eu un coup de cœur où ils vivent dedans. Il faut jamais oublier que dans ce logement, c'est des gens qui vivent, c'est des enfants, c'est des femmes et des hommes qui vivent dedans. Et donc, c'est extrêmement important. On le fait pour eux, cette rénovation, elle n'est pas faite que pour du bâti, elle est faite vraiment pour les gens qui vivent dedans. C'est pour ça que cette notion de confort est fondamentale. D'ailleurs, on dit même maintenant confort d'hiver, mais confort d'été. Oui. Puisqu'avec la chaleur qui arrive, même qui continue au mois d'automne, en plein automne plutôt. Bon. Et donc, c'est vrai que ce confort-là est fondamental pour les gens pour qu'ils soient bien dans leur logement. Voilà. Vous êtes en charge du développement durable à la FNAIM depuis de très nombreuses années. Alors la question a pris de l'ampleur et de l'importance depuis 2, 3 ans, peut-être 4, 5 ans, mais encore plus en 2022. Il faut quand même rappeler et dire que vous avez été précurseur sur la question. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour dans l'histoire. Quand et sur quel sujet vous avez commencé à vous mobiliser sur la question environnementale dans l'immobilier et le bâtiment ? Alors c'est pas moi, c'est qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé directement. On vous a envoyé. C'était exactement février 2009. J'étais donc à la fédération. Je venais d'être nommé administrateur. Et le plan Grenelle est venu. Plan bâtiment durable, d'ailleurs, ça s'appelait. Plan bâtiment Grenelle, plan bâtiment durable. Avec Philippe Pelletier qui avait créé une structure avec beaucoup de gens du bâtiment. Ça s'appelait bâtiment et pas immobilier. Et donc, c'était tous les gens du bâtiment, de l'ingénierie, etc., qui étaient déjà sur cette rénovation énergétique. Là, on parlait de rénovation énergétique avec des nouvelles réglementations thermiques et donc avec des engagements assez forts. Et nous, on arrivait vraiment, je dirais, des petits nouveaux. Oui. Moi, j'avais jamais pensé développement durable, quoi que ce soit, sustainable, soutenable. Et donc, non. Les conférences de Kyoto, etc., je m'y suis intéressé après. J'ai tout lu, évidemment, parce que on a des présidents, il faut qu'on travaille, vous l'avez entendu. Donc, on est obligé de travailler, évidemment, sur nos sujets. C'est extrêmement important. On a surtout commencé à se familiariser avec le monde du bâtiment et de l'ingénierie. Ça, c'était fondamental. Et après, il a fallu vendre, je dirais, ce sujet à nos adhérents, à l'immobilier. Et ça, franchement, c'était un peu plus difficile. En 2009-2010, c'était pas un sujet qui était prégnant dans nos professions, ça c'est clair.
il est devenu, et puis le meilleur ambassadeur que j'ai eu, c'est certain que c'est mon président aujourd'hui, Jean-Marc Torolion, qui a été la parole de ce développement, en tout cas, sur la rénovation énergétique. Et comment est-ce que vous avez fait votre pédagogie ? Comment est-ce que vous avez pu quand même amener les sujets peu à peu auprès des agents immobiliers ? Alors, parce que pour moi, ça pouvait pas être un sujet qui est réservé au bâtiment, parce que le bâtiment, c'est d'abord de la construction. Et donc, c'est des normes, c'est quelque chose de très normatif et autres par rapport à des réglementations thermiques. Et nous, après, dans l'immobilier, je dirais qu'une fois que le bâtiment il est vendu, eh bien, on le gère en gestion, en syndic de copropriété, on le vend, etc. Et on met des gens dedans. Et donc, on vit avec les gens qui sont à l'intérieur de ces bâtiments. Et donc, pour moi, c'était fondamental de relier toutes ces réglementations thermiques qui étaient imposées au monde de la construction neuve et qu'on récupérait ces bâtiments. C'était les agents immobiliers qui les récupéraient. Il fallait qu'ils sachent, qu'ils comprennent les réglementations thermiques qui galopaient, puisqu'on est passé de la RT 2012 et RE 2020 aujourd'hui. Et donc, c'était fondamental pour moi qu'on se mélange un petit peu plus, entre guillemets, avec le monde de la construction. Et donc, la Fédération du bâtiment, CAPEB et tout, etc. C'est fondamental qu'on sache, comprenne aussi les bureaux d'études, comment ils font leurs études thermiques, les études phoniques et autres. Alors, évidemment, on n'est pas des ingénieurs. Mais par contre, on doit savoir vendre ces logements, parce qu'on les vend, on les fait vivre, et sur du long terme. Et donc, le patrimoine immobilier est quelque chose de fondamental pour nos clients, évidemment, c'est notre sujet, mais il faut savoir le gérer, savoir expliquer ce que c'est ce double vitrage, comment c'est marqué à l'intérieur du double vitrage, les qualités aussi de tous les matériaux, la vie des matériaux, etc. Et puis, comment on isole un bien, comment on isole une copropriété avec des formes nouvelles. L'ITE, par exemple, isolation thermique extérieure, n'était pas très connue, même. En allant voir des gens qui en faisaient, ils me disaient, mais attends, non, ça, on va peut-être le faire, mais on verra plus tard. Et en fait, c'est un sujet qui est prédominant aujourd'hui, forcément. Donc, il fallait vraiment qu'on travaille sur toutes ces zones techniques, sans être des techniciens, mais pouvoir apporter quelque chose de nouveau à nos clients. Et puis aussi, savoir déceler les opportunités futures, opportunités commerciales. Alors, c'est devenu une opportunité commerciale par rapport à la législation. Oui. Tout un moment, évidemment, qu'on a commencé en 2009... Au niveau du plan bâtiment, il n'y avait pas d'obligation réglementaire strictement. Il y avait des naissances, en tout cas de réglementation, sur l'embarquement des travaux. On disait quand on étudiait un ravalement, peut-être que c'est le moment justement d'étudier un ITE, d'isoler un peu mieux. Peut-être que quand la chaudière tombe en panne, c'est bien, mais peut-être qu'on peut penser avant qu'il faut isoler un peu plus et on a besoin d'une chaudière qui est moins forte, par exemple, etc., etc. Et donc, tout ça est venu comme un fil rouge, finalement, petit à petit, de connaissances et puis d'applications pour nos adhérents. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de professionnels désormais formés sur toutes ces questions ? Au-delà de la base socle, bien sûr. Alors, je vais vous dire, il n'y en a jamais assez, puisqu'il faudrait que tout le monde soit vraiment pris par ce sujet. Et donc, ça doit être un sujet dans les BTS, dans ceux qui se forment, dans les jeunes qui se forment aujourd'hui. Mais de toute manière, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. C'est devenu une compétence fondamentale pour nos travaux, pour tous nos métiers. Que ce soit syndic de copropriété, ça me paraît évident, parce qu'on lance des travaux. En tout cas, on induit les travaux, on fait des propositions de travaux pour le maintien du patrimoine au niveau de nos clients. C'est évidemment pour la gestion, parce que c'est fondamental, encore plus maintenant par rapport à la réglementation qui va interdire, suite au diagnostic de performance énergétique, tous les classements qu'il va y avoir par l'interdiction d'être rejet et tout, etc. Donc tout ça, c'est fondamental pour la gestion. Et il faut surtout pas oublier que les transactionnaires doivent savoir et comprendre comment rénover un bien, comment l'améliorer pour les propres clients qui vont vendre, acheteurs et vendeurs. Il faut expliquer aux vendeurs la décote qu'il peut y avoir par rapport à un bien sur les travaux qui sont nécessaires, et puis à l'acheteur, comment vivre dans un logement. Ça s'apprend. Je veux dire que quand on livre même un logement neuf, on apprend aux gens à vivre dedans. On leur donne des choses, on leur donne des modes d'emploi. C'est un peu comme un bouquin de cuisine. Donc, gérer un bâtiment, eh bien, on peut pas dire qu'on rentre dedans comme ça. D'ailleurs, on le voit pour la sobriété. On a créé les éco-gestes. Mais les éco-gestes, ils existent de tout temps. Mais oui. Dans peut-être le même sud, qu'ils existaient plus avant. Mais ils existaient bien sûr avant. Par exemple, dans le sud, on avait l'habitude de fermer les volets quand il fait très chaud dehors pour avoir du frais. Chez moi, on n'avait pas l'habitude parce que quand il y a eu la première coup de chaud. C'est la Vendée. J'avais pas dit encore. C'est la Vendée, c'est le plus beau pays du monde. Non. Oui, c'est le plus beau pays du monde. Pardon. On va revenir au quartier éco-rénovation. Est-ce qu'il y a certaines familles d'entreprises qui seront exposées là ? Absolument.
pour se rendre compte, pour que nos adhérents se rendent compte que c'est possible de faire, il faut rencontrer beaucoup de gens. Oui. Premièrement, les professionnels. Et on a la chance d'avoir des grands professionnels industriels qui font des matériaux fondamentaux pour l'isolation. Et donc, on a des sociétés recordman du monde, qu'on va pas les citer parce c'est interdit la pub ici. Mais en tout cas, voilà, il faut rencontrer et voir les produits qui se font aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pas fini parce qu'on est parti sur l'innovation. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une réglementation qui est plus difficile, une nouvelle réglementation thermique, elle va obliger l'innovation à aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est fascinant quand on voit tout ce qu'ils sont capables d'inventer. Évidemment. Je peux parler des isolants. Je vais parler d'un truc quand même. Oui. Les isolants. Aujourd'hui, moi, je suis en train de faire un bâtiment. On est obligé de mettre 20 cm de laine de verre, vous voyez, dans les murs. Oui. 20 cm. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui font des isolants minces, ce qu'on appelle, qui font que 5 cm par rapport à 20 cm avec les mêmes qualifications, les mêmes résultats thermiques et autres. On va pas parler de résistance et tout, parce que c'est un peu compliqué ici. Mais en tout cas, avec la même chose. On est capable de l'entendre, la complexité. Ça veut dire que c'est extrêmement important pour la rénovation des bâtiments existants. Imaginons à Paris, enlever 20 cm, vous voyez, sur un mur, sur une grande pièce, ça va enlever des mètres carrés. Si on passe d'isolant mince, il n'y a plus de souci. Vous voyez? Et donc, toute cette innovation, elle va porter, je dirais, plus vite le recours à des travaux. Et donc, c'est possible, je maintiens que c'est possible de faire, même dans l'existant, même dans le haussmannien et autres, il y a des solutions. Et il y aura de plus en plus de solutions. Donc, les industriels, fondamental. La deuxième chose, c'est évidemment les énergéticiens. Ils sont là aussi pour nous aider avec des solutions et ils ont tous aussi développé des solutions travaux. En tout cas, d'assistance à travaux. Et puis, il y a tout ce qui est pouvoir public, que ce soit l'ANA, etc., toutes les structures. Et ben ça, c'est extrêmement important aussi. Oui. Et donc, il faut qu'ils soient présents pour toutes les aides et tout. Il faut qu'ils sachent expliquer à nos adhérents que ça reste compliqué. De toute manière, ça reste des sujets compliqués parce que quand on demande une assistance avec, je dirais, des sommes sonnantes et trébuchantes, évidemment qu'il faut prouver qu'on va faire quelque chose avec et qu'on va bien rénover avec des bons outils et qu'on va mieux qualifier le logement. Et l'objectif, c'est évidemment de sauter ces lettres de DPE, donc diagnostic de performance énergétique, qui est vraiment, je dirais, le standard non plus statistique parce qu'il devient opposable et donc qui est extrêmement important pour classifier les bâtiments. Et aussi qui va faire la valeur, évidemment, la valeur. On parle de valeur verte. Moi, je parle de valeur directement parce que la valeur, elle est aussi par rapport aux normatifs. Et donc, c'est extrêmement important pour tous nos clients et donc pour nos adhérents. Et puis, ne pas oublier deux choses, le devoir de conseil et puis qu'on loge des gens et que finalement, on a peut-être envie de le faire. C'est fondamental. Comme je vous disais, c'est une nouvelle compétence de l'agent immobilier. Donc, agent immobilier, syndic de copropriété, administrateur de biens, je répète à chaque fois. Tous nos métiers, c'est fondamental. C'est une compétence qui est fondamentale et on peut pas s'en passer. C'est-à-dire que l'avenir, vis-à-vis de la réglementation, évidemment, vis-à-vis de ce qui se passe, on sait bien que le réchauffement climatique, il est là, on le voit tous les jours, un peu chez nous, moins que d'autres, mais il faut que ce soit une qualification nette, précise, et donc que les gens se forment, évidemment. Et donc ceux qui sont pas formés, de nos adhérents et de toute la profession, il faut qu'ils se forment. C'est pour ça qu'on a développé des programmes de formation spécifiques. Et endosser peut-être un nouveau rôle sociétal pour l'agent immobilier et les autres métiers, bien sûr. Je pense qu'il a déjà, il a déjà un rôle sociétal par rapport au logement. Loger des gens, c'est quand même pas rien. Hein. Non. Ouais, c'est deux choses. Hein. Bon, il y a l'éducation, on éduque les enfants, on peut éduquer les grands aussi, mais loger et nourrir. Nous, on est dans la fonction de loger. Et loger, derrière, c'est pouvoir apprendre, c'est pouvoir travailler quelque part aussi, c'est vivre, tout simplement. Et donc, on a une notion, franchement, qui est extrêmement importante. C'est vrai qu'on est aussi fort que les boulangers. Eux, ils nourrissent, mais nous, on loge, et ça, c'est fondamental. Et donc, les 5 et 6 décembre, on ira vous voir au quartier Éco-Rénovation. 5 et 6 décembre, il faut absolument venir. C'est un congrès magnifique. Le président l'a dit, mais c'est une réunion qui est merveilleuse, moi, j'emmène tout le personnel de mon agence vient. Ils sont 12, ils viennent tous, parce que c'est en même temps, c'est du travail. On rencontre soit des fournisseurs et tout. Il y a aussi de la formation. Mais en même temps, c'est aussi une rencontre. C'est la rencontre avec d'autres. Et c'est aussi une rencontre entre équipes. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant.
Il y a un côté festif aussi, on vient à Paris, donc forcément c'est dans un lieu Oui, il y extraordinaire, aura les Carrousel du franglaises et Louvre. tout ça. Alors il y a les franglaises, il y a des sujets à côté, bien évidemment qu'il faut s'amuser aussi pour réunir bien les gens. Mais en tout cas, c'est vraiment l'événement d'une fédération, c'est l'élément de la FNIM, et donc avec des rencontres plénières qui sont hyper intéressantes. Évidemment, en plus, cette année, une transmission de bâton de maréchal entre mes deux présidents. Un qui s'en va après un mandat fantastique auquel, c'est vrai, on a travaillé. Et donc, j'étais l'ouvrier de ce président, et j'en suis fier. Et après, un nouveau président qui va repartir sur 5 ans. Et donc, c'est une histoire, quoi. Je veux dire, une histoire qui se continue. On veut montrer, évidemment, qu'il y a une vraie transmission. Et la transmission, voilà, c'est 10 000 adhérents aussi derrière. 10 000 adhérents. C'est énorme. Merci beaucoup, Benoît Fauchard. Je vous en prie.